Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On le connaît enfin, le parcours du Tour de France 2022 a été présenté ce jeudi au Palais des Congrès à Paris. On connaît donc les 21 étapes que l'on aura en juillet prochain. Au départ de Copenhague, ça on le savait déjà, mais on aura un parcours qui passera notamment par les pavés, la planche des belles filles, l'Alpe d'Huez ou encore Hautacam. On va revenir dans ce podcast sur le parcours de cette grande boucle 2022, on va l'analyser avec trois de nos spécialistes du groupe Eto. Hugo pour commencer. Salut Hugo. Salut Mathieu, ça faisait longtemps. Eh ben, je suis ravi de t'accueillir à nouveau. On est aussi avec Geoffrey, notre monsieur pavé, qui va être content de probablement nous décrire les pavés de l'étape d'Arambert. Salut Geoffrey. Salut, donc c'est bon, on se met d'accord, on parle que de l'étape 5 parce que la montagne ça va pas être terrible. Bon ben je pense que tu donnes un peu le ton de ce podcast et on va quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, présenter notre troisième consultant, Dimitri, qui va passer 12 mois et plus à regarder toutes les rumeurs sur le parcours du Tour. Salut Dimitri. Salut Mathieu, très honoré d'être dans ce podcast. Effectivement, j'ai passé quasiment un an à regarder les rumeurs, un peu moins sur la fin, et je suis quand même déçu, donc c'est comme quoi ça sert peut-être à rien. Comme quoi il y a toujours des surprises, mais ça sert quand même de vouloir chercher des rumeurs, si on en a envie bien sûr. Et voilà, avec tout ça, vous connaissez le programme de ce podcast. Attention, on départ à Chasse Patate, c'est parti. Pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de regarder le contenu de ce Tour de France, on va se placer d'un œil global, général. Comment est-ce que vous trouvez ce parcours du Tour de France ? Qu'est-ce que vous en pensez dans son ensemble ? Dimitri, tiens, pour commencer. Comme je l'ai dit, je suis assez déçu, surpris même sur certains choix, on va y revenir je pense. Circonspect aussi, clairement il y a des étapes, je me pose la question du pourquoi. Et malgré tout, il y a quand même, comme chaque année, 2-3 choses à retenir, mais là, il faut vraiment aller les chercher, quoi. Là où d'habitude, quand même, il y a toujours une étape qui est bonne en soi, mais qui est plutôt mal placée. Là, c'est un peu, j'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout d'une logique, en fait. Donc, tout n'est pas à jeter, quand même. Voilà, Non, tout n'est pas acheté. Il y a une étape de pavés, on est toujours content d'avoir des pavés sur le Tour de France. Mais il y a l'enchaînement Galibier-Granon, c'est très beau. L'étape de l'Alpe d'Huez en soi est très costaud, très, très bien. Elle est en fin de massif, c'est un peu le souci. Je fais souvent assez gaffe à l'équilibre. Là, l'équilibre, il n'y a que 6 étapes, enfin 6 à 8 étapes pour sprinter selon les scénarios, c'est un peu léger. Le gros chrono n'arrive qu'à la fin, donc ça risque, soit ce sera décanté, soit il n'aura pas trop d'effet justement pour motiver les coureurs à attaquer. C'est un peu des limites qu'on a chaque année avec ASO, mais d'habitude il y a quand même des choix, des partis pris, souvent qui sont placés sous l'angle de l'inédit. Là on a un col inédit, c'est le col de Smandel, on a un pseudo inédit, c'est le col de Granon qui revient, mais j'ai pas l'impression que ça contribue à sauver le parcours. On verra ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. On va continuer le tour de table. Hugo, est-ce que tu rejoins Dimitri sur l'avis global, général de ce Tour de France 2022 ? Le parcours en tout cas, parce que la course, il va falloir attendre un petit peu. Oui, après, un petit peu longtemps quand même. Moi j'avais un a priori différent parce que je ne m'étais pas spoilé sur le parcours, mais je rejoins à peu près son avis. Je vois une première semaine qui est peut-être un peu plus diversifiée que l'année dernière. Une deuxième semaine qui va pas l'air mal en soi, même s'il y a des choses à redire sur certaines étapes, comme on va discuter après. Et la troisième étape, j'ai l'impression que c'est comme l'an passé, sauf qu'ils se sont dit, le problème, c'est qu'on a des départs en plaine sur les étapes de montagne, on a eu des purges, qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça ? Alors ok, on réduit de moitié les distances de plaine au début des étapes, mais surtout, on met une difficulté en plus, et voilà, c'est bon, allez, un peu plus de fatigue. On espère que ça va décanter le truc, et puis sinon, au global, moi ce que je trouve sacrifié, c'est les étapes pour puncher, les étapes de moyenne montagne, enfin de massif secondaire, enfin, les étapes pour baroudeur en général, où au final, ça se concentre tout le temps sur le final des étapes. Geoffrey, est-ce que tu vas nous sauver un petit peu l'avis général là ? Si on devait peut-être donner une note, est-ce que tu vas passer la moyenne, relever un petit peu la moyenne de notre trio ? La moyenne, ça dépend par rapport à quoi on la met. Certaines étapes sont sympas, effectivement, même plusieurs, si on les prend une par une. C'est l'agencement général qui peut poser problème. Mais moi, si tu veux mon avis général sur le tracé, j'ai en tête la phrase que Christian Prudhomme martelait au milieu des années 2000, le dogme, c'est qu'il n'y a pas de dogme. Là, pour le coup, si on veut un tracé avec une vision dogmatique du Tour de France,
Je veux dire, si on avait fait un bingo avec toutes les gimmicks du duo Prud'homme-Gouvenou, on aurait été complètement torché à 13h à la fin de la présentation. Hein. À ne pas refaire chez soi, bien sûr. Mais on passe par le nord, et ben on a des pavés, on a une étape de plaine où on ne sait pas trop quoi dire, alors on va évoquer qu'il y a des bordures. On a 72 étapes sur 21 qui se terminent avec une bosse, que ce soit une côte ou un petit col. On passe dans les Vosges, on a la planche des belles filles, la super planche des belles filles pour changer. On passe dans les Alpes, coucou l'Alpe d'Huez. On va dans les Pyrénées, coucou Péragude. La dernière étape de montagne, c'est une arrivée en altitude. Après, il y a des trucs qui marchent. Hein. Le triptyque, étape pour baroudeur, petit chrono à la veille de l'arrivée, petit par la distance. Et ensuite, les Champs-Élysées, ça fait 3 ans qu'on a ça. Et la 19e étape, on a eu des trucs sympas, que ce soit en 2020 ou en 2021. Et ça devrait l'être encore là. Mais voilà, quoi. Visiblement, le dogme, c'est qu'il y a un dogme maintenant. Bon, globalement, vous n'êtes pas très conquis par ce parcours. Dans l'équilibre global de ce parcours, à quelle échelle vous le mettriez? C'est un parcours qui est plutôt bien équilibré selon vous ou pas? Pour moi, l'équilibre entre plat et montagne et difficulté au sens large, le curseur se place au niveau, les sprinters peuvent bien aller se faire foutre cette année. C'est dingue, quoi. Systématiquement, les années où on a autant d'étapes difficiles, autant d'étapes avec de la montagne, on a des scénarios de course où il se passe rien en montagne parce que les premières étapes, les mecs font rien parce qu'ils ont peur d'être cramés en 3e semaine. En 3e semaine, il y a tout le monde qui est content. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un chez SO qui a bien aimé le Tour de France 2016 et qui veut répéter ça systématiquement C'est justement au Tour de France 2016 que tu comparerais le plus ce parcours de 2022? C'est ça, quoi. Il y a des petits trucs sympas au départ, mais après, montagne. Ah non, cette fois-ci, c'est pas de la montagne, mais on va arriver à Mende ou on va arriver en côte, à Lausanne. Ouais, les coureurs vont être cramés en permanence, ils vont rien faire et ça va être super, quoi. Dimitri? Il y a eu un post intéressant sur le forum dans la foulée et qui disait en fait, c'est un mix de 2015 et de 2016, mais c'est les erreurs de 2015 avec les erreurs de 2016. Et c'est un peu ce qui en ressort, en fait. C'est pas très positif, quand même, tout ça. Non, mais en plus, il y a certains choix qui sont assumés. Hein. J'ai lu, plus que entendu, l'interview qu'a donné Christian Prudhomme juste après la présentation. Et typiquement, réduire le nombre d'étapes de sprinters, c'est volontaire, soi-disant parce qu'on s'ennuie ces jours-là. Sauf que c'est aussi bien utile pour qu'une certaine partie du peloton se repose, pour pouvoir animer d'autres parties D'ailleurs, ASO s'en rend compte, puisqu'à plusieurs fois dans leur parcours et dans la présentation, dans la façon dont se justifier certaines étapes, on revendique de faire des étapes pour baroudeurs, mais allégées, en gros, pour que, sous-entendu, en fait, pour que les sprinters soient pas complètement largués, déjà, parce que s'ils doivent faire la course 10 jours de suite, avec les délais, il y a forcément un moment où ils vont craquer, et aussi pour que, justement, quand même, une partie du peloton puisse se reposer une fois que l'échappée est partie. Donc, il y a quand même un dogme qui s'installe, effectivement. On y reviendra tout à l'heure sur ces étapes mixtes, un peu intermédiaires, avec les pavés, les étapes un peu pour puncher, baroudeur. On va se concentrer sur ce qui fait le cœur du classement général, la montagne. On a dans l'ordre des étapes Châtel, Megève, même si c'est pas vendu comme tel par ASO, le col du Granon, l'Alpe d'Huez, Foix, Péragude et Hautacam pour ce qui est de la montagne, sans oublier bien sûr non plus la super planche des belles filles au tout début. Et Mende entre les deux. Et Mende, tout à fait dans le massif central entre les deux, même si c'est pas une étape de montagne à proprement parler. Cette montagne, dans cet ensemble, est-ce que vous la trouvez bien construite? Alors vous avez pas mal critiqué l'équilibre global de ce Tour de France. Si on regarde juste les étapes de montagne, il y a le même problème qui se pose, c'est la même continuité? Tu as cité donc 4 étapes alpestres, 3 étapes pyrénéennes, les 2 étapes, donc on a 9 étapes. Sur 9 étapes, on a 7 ou 8 arrivées au sommet. Officiellement, il n'y en a que 5. Donc déjà, pour moi, qui suis un aficionados de la variété en montagne, ça me laisse un peu pantois. Surtout que ASO a montré, notamment dans les Pyrénées, il y a 2 ans, en 2020, avec l'arrivée à la Reims, l'arrivée à Loudanvielle, qu'ils étaient capables de proposer des belles étapes qui finissaient avec une descente, avec des scénarios assez spectaculaires. On a Pogacar qui avait attaqué dans Persourde, on avait eu le gros final sur Marie-Blanc avec encore Pogacar, Roglic et Hirschi. Donc déjà, moi, cette surabondance d'arriver au sommet, l'arrivée au sommet, en fait, c'est un peu la solution de facilité, quoi. C'est ça qui te pose problème le plus dans cette montagne?
Oui, en fait, j'ai l'impression que du coup, il y a pas d'idée. Alors voilà, ça fait très marketing, quoi. C'est-à-dire, on a un grand sommet pour finir l'étape, c'est la bataille finale. Donc, on imagine mais en fait, finalement, la bataille finale, si elle est sur un col qui se monte en 35 minutes, on a 35 minutes de bataille finale, quoi. Si on a une étape plus ouverte, on peut avoir 2 heures, 3 heures d'étape de bataille finale. Et justement, ça veut dire que pour toi, toutes les étapes qui se terminent avec une arrivée au sommet vont forcément se réduire à cette dernière montée? Pas forcément. Typiquement, l'étape de Péragude se fait pas mal tailler, alors que l'enchaînement Azé-Péragude est pas si mal en soi. Bon, après, le problème de Péragude, c'est vraiment l'arrivée sur l'Altiport, où Romain Bardet l'avait emporté en 2017. C'est très pentu sur la fin, donc ça incite pas trop à bouger avant. C'est vrai que justement, en 2017, ça s'était pas mal regardé avant l'arrivée sur l'Altiport, oui. justement. Là, c'était même pire que ça, puisqu'on avait un tout droit de Froome et de Haru dans la descente, et il l'avait attendu, alors que c'était une faute du coureur, donc il n'y avait aucune raison de l'attendre. Et qu'en plus, Froome était pas bien ce jour-là, vu qu'il perd son maillot jaune sur l'Altiport. Et une autre étape qui fonctionne bien, j'en ai parlé dans l'intro, je pense que c'est un peu l'étape, c'est pas forcément l'étape qui sera classée reine, mais je pense que c'est probablement l'étape qui va le plus marquer les fans, c'est l'enchaînement Télégraphe-Galibier-Granon. Alors, on peut regretter l'absence de la Madeleine, ça aurait vraiment fait 2 étapes très, très costaud de 2 jours de suite. Je pense que typiquement, c'est pas quelque chose que fait Aiso. Mais Galibier-Granon, surtout, ça aurait fait une étape de montagne de plus de 150 km. Faut pas déconner non plus. Ouais, mais je sais même pas. Ouais, ah oui, c'est vrai. Oui, ça aurait fait 170 km, je pense, en partant d'Albertville. Mais le Galibier, on se représente les derniers passages, mais s'il fait typiquement un temps pas très beau, en haut, la descente, puis repartir sur le Granon. Moi, le Granon, c'est un col que j'ai eu la chance de monter. C'est très dur. C'est-à-dire que, en fait, dans le fond, même s'il se passe rien sur le Galibier, le simple enchaînement Galibier, descente, la montée du Granon, ça peut faire des écarts très gros, quoi. Donc, s'il y a le moindre début de mouvement sur la fin du Galibier, ça peut aussi faire très mal. Donc ça, c'est une grosse belle étape, quoi. Hugo, est-ce que tu rejoins Dimitri dans l'avis global sur ces étapes de montagne? Clairement, c'est moi l'enchaînement Granon-Alpe d'Huez, j'ai rien à dire dessus. Voilà, enfin du positif quand même. La plongée Belle-Fille. On peut critiquer sa redondance, mais après ça se justifie en tant que première course de côte, premier décantage du général. Après, c'est vrai que la Suisse avec Aigle-Châtel, avec cette boucle en Suisse, suivi de Morzine-Megève qui est pas vraiment assumée apparemment. Moi j'ai l'impression de voir 2 étapes pour Baroudeur qui se concentrent sur le final, et pour moi il y en a une de trop, même si effectivement l'étape hybride vers Megève, elle se justifie parce que tu as 2 grosses étapes ensuite. Et après sinon les Pyrénées, j'ai déjà dit, pour moi c'est 2020 avec un col en plus et un peu moins de plaine au début, mais fondamentalement c'est la même chose. Justement pour les Pyrénées, alors c'est Christian Prudhomme qui assume ça, justement, le fait d'avoir déjà 2 étapes qui sont assez similaires, il le dit lui-même, elles sont courtes et avec une succession de montées sans vallée, après un long départ plat. Pour vous, ce cocktail avec ces 2 étapes, Péragude et Hautacam, qui sont finalement assez similaires, bon, Hugo, si je te rejoins, c'est pas une bonne idée. Les étapes courtes, on les a déjà tout avant. Il n'y a aucune étape de montagne qui est longue. Les 2 étapes des Pyrénées, je crois que c'est 130 ou 140 km. C'est pas grand-chose, très honnêtement. Je veux bien qu'ils veuillent des étapes similaires, mais on a bien vu l'an passé que, à la limite, tu mets des petits cols au début pour dynamiser le truc, mais là, t'as rien. Dimitri ? En fait, c'est exactement ça, c'est ce qu'on a déjà vu l'an dernier. On a vu que ça marchait pas spécialement. Alors, Tourmalet-Luzardinen laissait un peu plus de place pour attaquer que Spandal-Hautacam. Mais en fait, c'est court, mais c'est même pas. En fait, c'est pas suffisamment court pour que ce soit une étape intense, comme on a eu, par exemple, je sais plus où était le départ, l'étape de Foix en 2017, qui reste pour moi un peu le meilleur exemple que ce que peut être une étape sprint, et qui d'ailleurs était le lendemain de l'étape de Péragude, qui était une étape de 215 km de mémoire, qui était quand même assez fournie. Donc là, on avait eu un peu l'antagonisme entre une longue étape de montagne, je vais pas dire une taponnée parce que sinon je vais me faire taper parce que c'est pas une taponnée, et ensuite une étape courte sprint, en plus avec une arrivée en vallée, et ce duo-là avait été encensé à la présentation du parcours, ça avait très bien marché, et depuis on n'a pas eu ça. Là, sur les 2 étapes des Pyrénées, ouais, effectivement, je comprends pas, autant quand on part de Muret et de Pau, on part assez loin du massif, donc il faut bien s'en rapprocher, donc on est obligé de concéder de la peine, quoi. Et des fois, c'est même pas forcément un problème, quoi. Ça peut faire, il peut y avoir une première 45, une heure où l'échappée part, mais il y a du mal à se former parce que justement c'est en plaine et c'est potentiellement des gros gabarits et ils n'ont pas le temps de prendre suffisamment de temps justement. Et ça repart dès le pied du premier col. C'est ce qu'on avait eu typiquement sur l'étape de Larins en 2020, où on avait eu cette première heure et demie complètement folle et le peloton qui arrive groupé au pied du col de la Roussère, et où limite Roglic est obligé d'aller défendre ceux qui sortent, quand notamment c'est les groupes MFDJ, je crois, qui avaient relancé à cet endroit-là.
Et enfin ça c'était quand même assez fou quoi. Et pourtant le départ était alors pas complètement plat parce que c'était vallonné, mais là c'est vraiment on se dérive de la zone de la ville de départ pour aller chercher la vallée qui débute l'enchaînement de cols qu'on veut passer. Alors l'enchaînement de cols en soi est bien, mais effectivement on a besoin d'étapes variées. Ça suffit pas pour toi, juste l'enchaînement de cols ne suffit pas à bonifier l'étape. Bah en fait on est sur des étapes notamment dans le dernier massif où potentiellement on a potentiellement des mecs qui veulent faire tapis. Ont besoin d'attaquer de loin. Et quelque chose de bien quand on attaque de loin, c'est d'avoir un équipier dans l'échappée. C'est plus facile de placer un équipier dans l'échappée si on est sur un profil justement un peu accidenté, baroudeur, où c'est très très dur de contrôler et au bout d'un moment un gros coup part, parce que souvent c'est les dernières étapes potentiellement gagnables pour ces coureurs-là. Il y aura l'étape de Cahors qui peut servir on va dire aux baroudeurs mais de plaine. Et en montagne. Tout là en plus apparemment on est sur des grosses routes. Enfin grosses routes on n'est pas sur les petites routes. Voilà. Le problème en fait ce que je disais pour reprendre mon explication, c'est que du coup effectivement on l'a vu l'an dernier, hein, c'est plutôt un terrain sur lequel on voit une échappée de 4-5 qui part plus parce que tout le monde se regarde au moment où parce que personne ne veut faire l'effort et personne ne les prend au sérieux. Mais du coup, c'est pas ça qui permet un gros groupe de se développer et d'avoir un scénario offensif dans le reste de l'étape. Et en plus, on met des enchaînements de cols où il y a finalement assez peu de vallées, donc même le coup du relais à l'avant finalement ne sert pas tant que ça, quoi. Mais en même temps, c'est quand même des enchaînements très durs pour pouvoir mener ça tout seul, quoi. Les étapes sont pas mauvaises en soi, hein. Obisque, Spandal, Otakam, c'est costaud, mais ça ferait une bonne première étape de premier massif, quoi, en fait. Surtout qu'en fait, c'est juste que c'est redondant par rapport à 2020, quoi. Et oui, c'est redondant. Oui. Tout Mais final, ça, la redondance, c'est finalement, je pense, même le reproche principal qu'on va faire à ce parcours, hein. Une grosse étape de pavé, bon, c'est génial, mais c'est redondant, on en l'a tout le temps. Longwy, on l'a déjà eu. La planche des belles filles, je pense qu'on ne peut même plus parler de redondance. Qu'est-ce qu'on a encore l'Alpe d'Huez qui est pareil, qui revient souvent. Saint-Étienne, Mende, Rodez, c'est des villes qui sont archi revues depuis la traversée du Rhône 10 ans. qui est pour les sprinteurs, comme d'hab. Oui, ouais, non, mais après, il faut bien mettre, bien mettre des étapes de transition en pleine pour les sprinters, quoi. Mais justement, des fois, ça fait que tu le mets sur un terrain où tu aurais envie. À Saint-Étienne, on se souvient tous de l'étape de 2019 avec un raid exceptionnel de Gent et l'attaque de Alaphilippe et de Pinot derrière. Donc ça nous évoque ça. Donc forcément, c'est sûr que là, on va revoir un sprint à Saint-Étienne. Je crois que c'est Alexander Christophe qui avait gagné en 2014. Ça va nous faire un peu bizarre. Geoffrey, alors on est pas mal resté sur les étapes pyrénéennes qui sont critiquables pour Hugo Dimitri. Qu'est-ce que ça peut donner comme course, puisque ça sera la fin de ce Tour de France, les 3 dernières étapes de montagne de ce Tour de France. C'est un terrain qui peut être propice à un renversement de situation. Ouais, il peut pourquoi pas y avoir un renversement de situation pour le maillot à pois. Parce qu'au moins, avec les gros cols qu'il y aura dès les Alpes, ce ne sera pas un scénario à la 2020 où le leader du classement des grimpeurs a la moitié des points du gros col qui arrive à 2 jours de l'arrivée. Sinon, dans l'absolu, si on prend l'étape de Châtel, le profil est sympa. L'étape du Granon, effectivement. Télégraphe, Galibier, Granon... ça a de la gueule, l'enchaînement de 2 hauts cols avant l'Alpe d'Huez, c'est aussi sympa plus que d'avoir une course de côte, d'avoir l'Alpe d'Huez en premier massif et pas à la veille de l'arrivée ou trop tardivement, c'est intéressant. L'étape de Foix, pourquoi pas, même si le mur de Péguerre, pour qu'il y ait un apport supérieur, ça aurait été mieux de l'avoir à la fin d'une étape soit très courte et très intense comme celle de 2017 qui était rappelée, ou alors c'est typiquement l'étape typique des Pyrénées qu'on avait par le passé, qui fait plus de 200 bornes, qui enchaîne 6 cols de 2e et de première catégorie et qui finit par un col court mais suffisamment dur pour faire la différence. Là, typiquement, je regarde l'étape de Foix et je me dis, ah tiens, si elle était en ouverture du premier massif, Grégoire Navarromat aurait protégé son maillot jaune en voyant un tracé comme ça, parce que c'est typiquement le genre d'étape où il avait fait ça. Après, s'il faut, on pourrait rajouter le côté survente des descentes dans les 2 étapes courtes qui commencent par 1 heure de plat avant d'attaquer l'école, avec éventuellement la Hourquette dans 6 ans un jour, Spandel le lendemain, mais sinon... c'est du vu et revu et on arrive en altitude à chaque fois, surtout que... Enfin, je sais pas encore, le côté survente pour arriver mythique, quand on arrivait en haut du Tourmalet, quand on arrive en haut de l'Izoard, quand on arrive en haut de l'Alpe d'Huez, du Ventoux, des trucs comme ça, je comprends le côté survente parce que c'est un col mythique.
J'avoue, Péragude, je sais pas si ça a déjà fait rêver quelqu'un, quoi. Otakam, dans les faits, historiquement, moi, ça me rappelle pas que des bons souvenirs non plus. Donc, le côté marketing de ces arrivées en altitude-là, je l'ai pas particulièrement. Typiquement, une dernière étape de montagne qui arrive dans ce coin-là, mais j'aurais préféré qu'on démarre ailleurs. Pourquoi pas à Pau, tiens, on parlait de récurrence, c'est le seul truc qu'il n'y a pas cette année, le départ d'étape de Pau. C'est vrai que justement, Pau est absent pour la première fois depuis le 2013. Ça, pour le coup. Mais c'est ça, mais on serait parti de Pau pour arriver à Lourdes sur le plat. L'enchaînement Obisque-Spandel a un rôle complètement différent de celui qui est le sien dans cette étape-ci qui arrive à Otakam. C'était une étape qui avait tourné en faveur des baroudeurs parce que en 2011, les grimpeurs avaient décidé que finalement les Pyrénées n'existaient pas. Mais l'étape de l'Obisque... C'est l'étape entre massifs, enfin de milieu de massif entre deux arrivées au sommet aussi. C'était entre Luzardiden et Plateau de Beille, avec la victoire de Torushov dans l'échappée. Quelles étapes, quelles arrivent en altitude cette année-là. Mais sinon, pour en revenir, du coup, cette étape de Lourdes, il y avait tout ce qui fait le cœur d'une étape de montagne où on a un col et on a un peu de vallée à l'arrivée. Toute proportion gardée, parce que là, cette fois-ci, c'était avec des favoris du général. L'étape du Mont du Chat en 2017, on a eu ce truc-là aussi avec le côté dramatique de la descente, des écarts, comment ça va se gérer dans les 8-10 km de plaine qu'il y a au bas de la descente. Et typiquement, l'enchaînement Obisque-Spandel se prête merveilleusement à ça. Et si on a envie que ce soit pas trop court et que ce soit pas un sprint, on pouvait rajouter Marie-Blanc avant, ça faisait de mal à personne. Là, voilà quoi, non, on a l'étape pyrénéenne du duo Prud'homme-Gouvenou telle qu'elle est classiquement, avec 50 à 60 km de plat, avec éventuellement une petite côte non répertoriée sur les 5 premiers kilomètres, le sprint intermédiaire au bout d'une heure de course où Sonny Colbrelli va marquer des points, ensuite on enchaîne des cols, on arrive en altitude. On a parlé de... Enfin, j'ai commencé par parler de... Il y avait beaucoup d'arrivées au sommet et que, bon, c'est redondant. Ouais. Mais si on regarde le début des étapes, qui justement, ça sert pour créer l'échappée, donc pour créer le scénario un peu des journées. Sur toutes ces étapes de montagne, en gros, on a que Briançon et l'Alpe d'Huez où on part en col. Alors on prend la longue vallée qui devient col roulant, Lautaré avant de bifurquer sur le Galibier. Donc c'est en soi très intéressant pour dégager une échappée costaud justement. Il faut des fois mieux du 4-5% que du 10% directement où ça se fait juste, enfin purement la pédale. Il y a un petit côté tactique aussi. Mais c'est vraiment la seule étape où on part comme ça. Sinon l'étape de Châtel, on part vers le Léman, donc c'est tout plat. Megève. C'est pas Megève, on part en descente, alors c'est même pire que ça, quoi. Et oui, alors Megève, c'est un peu l'éléphant au milieu du couloir. Enfin, justement, l'éléphant, là je caractérise, parce qu'en fait, je ne sais pas caractériser l'étape de Megève, si vous voulez en parler. C'est le gros point d'interrogation, on va dire. L'étape de Megève, j'ai l'impression que c'est un hommage à Jean-François Pécheux qui présentait les étapes dans le Nord ou en Belgique au début des années 2000, qui mettait en avant que c'était un hommage à toutes les classiques parce qu'on passait juste à côté des côtes du Tour des Flandres, juste à côté des secteurs pavés de Paris-Roubaix, juste à côté des monts de la Flèche Brabançonne. Et ben là voilà, on est au cœur d'un endroit riche de l'histoire du cyclisme et on va passer à côté de tellement de cols mythiques. Non, on va passer au pied de la côte de Nemancy. On va pas la monter, mais... Un petit mot sur cette étape de Megève qui a fait quand même pas mal parler. Qu'est-ce qui ne va pas tout simplement avec cette étape qui finit sur l'altiport de Megève qu'on a vu sur le Dauphiné 2020, à 2 reprises même d'ailleurs. C'est à l'avance que Colbrelli va gagner. Mais sinon on se fait... Par rapport à la construction, par rapport au fait qu'elle est entre l'étape de Châtel qui ouvre les Alpes et au lendemain du repos, à la veille du Granon. Bah, elle est entre en fait. C'est tout le souci de cette étape, quoi. Enfin, comme c'est qu'elle est vendue comme une étape de transition. Voilà, Christian Prudhomme l'a présenté en disant qu'elle a été dénuée de toute difficulté. Effectivement, quand on voit le tracé, c'est assez exceptionnel. On est au milieu de la Haute-Savoie, pas loin du massif du Mont-Blanc, et on s'amuse à passer par les cols les plus roulants possibles. Même Megève, il y a en fait finalement 4 façons de monter de ce côté-là. On va chercher Saint-Gervais-les-Bains, le plus roulant. Et en fait, le souci, c'est que du coup, ça reste quand même une arrivée au sommet, même si elle n'est pas comptabilisée par ASO. Donc ça fait 19 km à 4,5%, je crois. Donc c'est globalement très roulant, mais il y a quand même des kilomètres à 6,5-7%. Donc on peut faire la différence. Je me souviens la première arrivée du Dauphiné, celle que gagne Kamna. On avait une belle bataille dans l'échappée, dans les kilomètres un peu pentus. Et on avait bien compris que Kamna était le plus fort et avait réussi à sortir tout seul, quoi. Mais c'était
limite une étape pour baroudeur qui était bien faite. C'était l'étape où on passait Plan-Bois, Croix-Frie, Aravis, il y avait Bizane aussi, je crois, dans cette étape. Et donc on s'était ennuyé avec mais ce jour-là, il y a eu une belle étape de baroudeur. Là, même pour les baroudeurs, c'est comment dire, les 2 premiers cols, c'est des cols très très roulants. Enfin, si Landa tombe dans l'étape des pavés, et ça va arriver, il sera en train de contrôler dans la montée de Megève pour que Colbrelli gagne au sprint. Non, mais là, les gens rigolent, mais s'ils y réfléchissent, ils savent que c'est vrai. On verra ça en juillet prochain, mais c'est peut-être pas improbable non plus. Hein, en tout cas, Oui, Landa peut faire le Giro aussi, mais il peut tomber au Giro et se reporter sur le Tour de France aussi. Cette étape, Morzine-Megève, pour moi, elle pose surtout le problème du fait qu'elle est située à un endroit où il y a besoin d'une étape de transition, mais où il n'y a pas la place géographiquement pour le faire. Alors que typiquement, la journée de repos, on l'a calé le mardi, on décalait toutes les autres étapes avant d'une journée, et typiquement le transfert de 200 bornes ou presque qui est entre la planche des belles filles et Dole, on calait une étape pour sprinter de 160 bornes et qui faisait, je sais pas moi, Belfort jusque Dole ou Dijon ou Besançon ou un truc dans ce coin-là. Sportivement, ça aurait fait un équilibre légèrement différent parce que ça décalait des choses un petit peu après. Sur l'ensemble du tour, ça revenait exactement au même. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a eu le choix de ne pas reprendre après le repos par une étape difficile telle qu'aurait été celle du Granon et qu'il a fallu caser une étape, sauf que en partant de Morzine, puisque le repos y a été décidé, et en arrivant pas loin d'Albertville, il n'y a pas beaucoup d'occasions et on se retrouve obligé de caser ça. Et cette étape, de fait, pose problème par la répétition que ça fait avec des étapes de ce style-là un petit peu autour. En tout cas, avec tout ça, on va refermer la page montagne. On en a pas mal parlé, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Et je pense que vous avez encore envie de dire beaucoup de choses sur la montagne, mais on va pas pouvoir passer 3 heures dans ce podcast sur la montagne. On va parler de l'autre élément vraiment important pour le classement général, à savoir le contre-la-montre. Il y en aura 2. Un le premier jour dans les rues de Copenhague de 13 km et le deuxième à la veille de Paris entre La Capelle-Marival et Rocamadour, contre la montre légèrement vallonnée sur la fin, long de 40 km. Ce qui fait au total 2 étapes et 53 km de contre-la-montre. Est-ce que pour vous c'est une bonne distance de contre-la-montre pour un Tour de France aujourd'hui? Sur une étape, ça aurait été sympa. T'aurais voulu avoir un contre-la-montre de 53 km? À partir du moment où il y a une quarantaine d'étapes de haute montagne ou d'arrivée en altitude, ça aurait été bien de rajouter un petit peu de contre-la-montre. Ou alors, quitte à avoir 50 à 60 km de contre-la-montre, c'est les mêmes remarques que je me faisais l'année dernière. On assume le côté prologue le premier jour et on fait un chrono de 5-6 bornes. Et on fait un chrono de vraiment 1 heure à un autre moment. Le problème, c'est que si on fait un chrono très long à la veille de l'arrivée, ça se dispose un peu plus mal. Et là, on a plus un problème de tracé général et de où est-ce qu'on place ce contre-la-montre. Mais visiblement, dans le cahier des charges ASO, il faut nécessairement que l'étape à la veille de l'arrivée, ce soit un contre-la-montre, soit une étape de haute montagne. Voilà, quoi, c'est dans les habitudes. On a un chrono de 40 bornes qui est un peu long, mais qui n'est pas très long. Et au début, on a un prologue, mais qui n'est pas trop court non plus. Et... Bon, en gros, tu sors 2 écueils un peu pour toi. La longueur, il aurait fallu peut-être plus long au total, ou alors sur une étape. Et le placement du dernier contre-la-montre. Hugo, Dimitri, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ces contre-la-montre de ce Tour de France 2022? Le deuxième est là, il me gêne pas parce qu'il y a les plus gros problèmes selon moi. En fait, c'est limite si je suis pas blasé parce que c'est ce qu'on voit depuis 3 ans. Donc voilà, il est là, il me gêne pas trop, mais j'ai pas particulièrement envie de le voir non plus. Avec le contre-la-montre à la fin, à la veille de Paris, on a eu ça 2017, 2018, 2020, 2021 et donc 2022. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la répétition, qu'on a toujours un peu les mêmes choses. Dimitri, est-ce qu'il y a quand même du positif avec ces contre-la-montre quand même? Moi, le chrono, la veille de l'arrivée, ça me gêne pas forcément, en fait. Ah. Là même, tu viens de le lister, j'avais pas réalisé que ça faisait autant. En fait, à la base, c'est beaucoup l'histoire du Tour, quoi. Enfin, je me souviens, hein, dans ma jeunesse, toutes les années non attribuées, on avait un chrono le samedi. Enfin, en 2001, je crois, où il était le vendredi. Mais donc, du coup, ça me gêne pas forcément que ça.
Le premier, je suis un peu comme Geoffrey, j'aimerais bien retrouver un peu la saveur du vrai prologue. Le circuit court, urbain, et pas mal de virages qui permet aux sprinters d'être dans la course en fait, parce que c'est vrai que on va en parler après, mais il y a déjà peu d'occasions pour eux, et là globalement vu les étapes, ils ont quand même peu de chances d'avoir le maillot jaune, parce que certaines années quand même ils avaient une première étape de sprinter pour eux, donc et le kilométrage général, bah en fait il est faible quoi. Enfin, il y a tellement de montagnes qu'en fait il en faudrait plus, surtout qu'en plus là, le chrono arrive le dernier jour, donc il a quasiment pas d'importance. Malgré tout, c'est la première fois, je crois, depuis 2014 et le chrono qu'il y avait en Dordogne qu'on repasse la barre des 40 km. Mais ouais, en fait, je suis un peu partagé dans le sens où c'est à la limite, c'est une amélioration, une rare amélioration de ce tracé, je trouve. On a enfin un chrono de 40 bornes. Il est pas trop mal, j'aime bien les chronos en plus où il y a des petites bosses à la fin, ça oblige vraiment à bien gérer l'effort et dans le côté un peu justement planche des belles filles, dénouement du tour, c'est un peu le coup de rein qui peut permettre peut-être de finir s'il y a un duel. Alors s'il y a duel, hein, parce que si c'est comme l'an dernier, effectivement, il y avait duel pour la 11e place, je crois. Bah, c'est un peu le risque en fait de mettre le chrono le dernier jour après, c'est que potentiellement ça c'est plié ou alors même des fois c'est plié dans l'autre sens, dans le sens où on sait que machin a 30 secondes d'écart et qu'il va irrémédiablement passer devant. Ça c'est les scénarios à la Tom Dumoulin quoi. Alors avec tout ça, on a parlé de ce qui va concerner le classement général avec la montagne, les contre-la-montre, mais c'est pas tout ce qui fait le Tour de France, bien évidemment. Avant de parler des sprinters, on va voir ce qu'on appelle les étapes mixtes intermédiaires pour baroudeurs, punchers, et on aura aussi l'étape des pavés. Déjà, par rapport aux étapes accidentées, on a eu Christian Prudhomme dans ses déclarations d'après-présentation, dans ses interviews, qui déclarait avoir tracé le parcours de ces étapes accidentées, justement pour des coureurs comme Van Der Poel, comme Van Aert, comme Alaphilippe, parce qu'ils n'hésitent pas à attaquer de loin, c'est un cyclisme plutôt offensif, etc. Est-ce que cette description que fait Christian Prudhomme correspond à ces étapes-là? C'est des étapes comme Longwy, comme Lausanne, Mende par exemple. Ça correspond à cela, des étapes où on peut attaquer de loin? C'est juste une blague. Enfin, pour moi, les étapes accidentées et moyennes montagnes ont été charcutées cette année. T'as Longwy, t'as 2 côtes dans le final. Lausanne, t'as une côte dans le final. Mende, bah, t'as la montée de la Croix-Neuve. Et puis ensuite, t'as Châtel pour baroudeur avec la montée dans le final. Et Megève pour les baroudeurs, mais avec la montée dans le final. Et voilà, il faut se satisfaire avec ça. Et Cahors, mais ça tient plus à son positionnement où on sait que généralement les baroudeurs peuvent faire une belle étape là-dessus. C'est vrai que justement, Cahors, ça peut faire un peu l'étape de Libourne en 2020, l'étape de Champagnole en 2019, qui était à chaque fois placée à la sortie des montagnes et à la veille du contre-la-montre final. Dimitri, Geoffrey, c'est un bon terrain ou pas pour les baroudeurs qu'on a sur ce Tour de France? Pour les baroudeurs ou pour on va dire les punchers type Van Der Poel, Alaphilippe? Les deux, alors c'est pas les mêmes catégories de coureurs. Les étapes de Longwy et Lausanne sont faites pour eux, mais en fait elles sont faites pour leur profil de coureur, elles sont pas faites pour leur qualité d'attaquant. On a vraiment des étapes qui sont plutôt plates. Alors Lausanne, en fait, faut franchir le Jura, donc on a pris la route un peu simple, on reste sur le plateau le long d'un lac, on reprend le col de Moulindru, on descend. Ensuite, on met un final en bosse. Limite, ça aurait été presque plus intéressant d'avoir un final en plaine. Ça aurait donné une étape où, typiquement, alors est-ce que Sagan à la Direct Energy aurait tenté de dynamiter tout en milieu d'étape? Mais ça peut donner ce genre d'étape. Là, on a une arrivée en bosse. Ça va être une belle arrivée en bosse pour puncher, quoi. Mais c'est typiquement une étape où je pense que ça sert à rien de brancher sa télé avant les 5 derniers kilomètres. Longwy, c'est un peu pareil, sauf que là, il y a 2 bosses. Donc, on part de Belgique, donc de Binche. On fait une trentaine de kilomètres en Belgique. On retrouve la France. Alors, je sais plus si on est encore dans le nord ou si on est déjà dans les Ardennes. On passe à Charleville-Mézières, donc c'est l'ancien terrain du Critérium international. Mais on passe pas par les grosses bosses qu'il y avait à l'époque sur le circuit, l'étape du dimanche matin. Mais après, il y a quand même un parcours un peu casse-pattes où ça monte, ça descend un peu toute la journée. Pas de quoi attaquer, mais de quoi user. Donc, et c'est l'étape, je crois, la plus longue du Tour, 225 km. La seule qui passe d'ailleurs les 200 km, c'est aussi un gros défaut du duo Prudhomme-Gouvenou ces dernières années. Hein. Il y a beaucoup, on tend de plus en plus vers des moyennes qui sont inférieures à 150 km. Et donc Longwy, en soi, les 2 étapes sont pas mauvaises, elles sont un peu redondantes en fait, c'est ça. Moi, je préfère le vraie étape pour puncher, c'est-à-dire un puncher, c'est un coureur qui attaque dans une bosse et qui ensuite résiste à la meute derrière. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Donc le bon exemple ces dernières années, c'est l'étape d'Épernay qui avait remporté brillamment Alaphilippe. Il y avait eu l'étape de Quimper qui avait fait un flop, mais qui était un peu tracée comme ça. Et là, il y a peut-être une étape comme ça dans ce Tour, mais elle n'a pas été citée. C'est l'étape entre Dunkerque et Calais. Alors, on n'est pas vraiment dans les monts du Boulonnais, mais il y a pas mal de petites bosses tout au long de la journée, et on finit par, dans les 15-20 derniers kilomètres, un enchaînement de 3 bosses.
Donc le Cap Griné, puis ensuite les 2 montées qui passent le Cap Blanc-Nez avant de basculer vers Calais, pour avoir le sens du vent, parce que potentiellement ça peut aussi gêner les offensives. Mais voilà, ça c'est un final d'étape de plaine très intéressant, quoi. On va s'attendre à un sprint et finalement, techniquement, un Alaphilippe qui serait pas très loin et qui aurait un peu peur de l'étape des pavés, de se dire les pavés c'est un peu dur pour moi pour aller reprendre le maillot jaune, pourrait finalement jouer son va-tout sur cette étape. Donc peut-être pas un sprint à Calais, on verra en tout cas. On a une étape qui est pas toute plate. Voilà, il y a une étape où il y a du suspense, quoi. Mais c'est clairement pas une étape pour sprinter qu'elle est. S'il y a un sprint, ce sera avec un peloton qui sera très réduit. Le Cap Blanc-Nez, c'est un endroit, je veux dire, si on faisait une croix dans le calendrier tous les jours où il n'y a pas de vent au Cap Blanc-Nez, on finirait l'année avec des crayons qui sont en parfait état de marche parce qu'ils n'ont pas servi. Hein. Le Cap Blanc-Nez, ça souffle toujours énormément. Les 4 jours, ils passent 2 à 3 fois par décennie. En général, en arrivant à Coquelles, parfois on fait le circuit à Coquelles, on arrive à Calais. C'est pas par hasard, c'est un terrain de jeu cycliste idéal. On passe avec une journée qui est très casse-pattes, de mémoire avec la carte que j'ai vue. On part de Dunkerque et ensuite on commence avec des difficultés après peut-être 30 à 40 bornes, mais on se retrouve à avoir quelque chose de bien accidenté. Et surtout, le vent qui va souffler en haut du Cap Blanc-Nez, ça va faire exploser le peloton. L'enchaînement des 2 bosses va en mettre de partout, surtout que, mine de rien, ça monte bien, donc ça va faire taper dans les jambes. Et quand on va se retrouver en haut, ça va exploser. On est dans un début de course où, mine de rien, on a quand même 3 étapes bien avant qu'on dépasse les 200 mètres d'altitude qui vont déjà avoir un rôle important pour le classement général. Tout à l'heure, Mathieu disait, on a évoqué le contre-la-montre, on a évoqué la montagne, c'est ça qui compte pour le classement général. Là, l'étape de Neubourg avec le Grand Belt, ce serait quand même la poisse que le vent soit pile dans l'angle qu'il faut pas et que ça bloque. Non, mais c'est un delta, donc en fait le vent est forcément dans le sens de l'eau, quoi, en gros. Donc il est forcément de travers sur le buzz. Avec ce grand pont qui fait une vingtaine de kilomètres. Il y a 2 ponts consécutifs, ça fait en gros 25 km qui sont soit sur les ponts, soit sur la petite île entre les deux. Et donc du coup au final, l'étape hors montagne qui semble la plus intéressante pour vous, c'est l'étape de Calais qui peut être très indécise. Non, c'est l'étape des pavés. On y vient, l'étape des pavés justement, l'étape des pavés avec 11 secteurs dont 5 inédits sur Tour de France ou Paris-Roubaix, en tout cas inédits sur les courses ASO, ça a été vendu comme tel, avec au total 19,4 km de pavés. Geoffrey, toi qui es du coin et qui connais très bien les pavés, même si tu les connais pas tous par cœur, qu'est-ce qu'elle promet cette étape? Est-ce que tu peux un peu nous la présenter? Ça dépend. Déjà, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? S'il va pleuvoir, ça va être un gros bordel parce que c'est des pavés. On se ferait juste un secteur type celui entre R et Wandigny-Abage à 30 bornes de l'arrivée. On se fait lui tout seul et il pleut. Forcément, ça suffit à ce qu'il y en ait de partout et que ce soit une étape dantesque. Donc ça, c'est le critère météo. Je vais le mettre un petit peu à part. Sans ça, il reste le vent qui aura une importance non négligeable. Les pavés en eux-mêmes, la première partie, Cambrésis, Ostrevent, on enchaîne relativement vite des pavés qui sont dans l'ensemble relativement bons, ce ne sont pas spécialement les plus moches, donc ça amènera un petit peu comme en 2018 où on avait eu, c'est la seule étape où on avait vraiment eu beaucoup de pavés. Là, je crois de mémoire il y avait une quinzaine de secteurs cette année-là. Et ce que ça va apporter au-delà des écarts, ça va être une tension permanente, la crainte d'une casse mécanique, le placement en permanence avec des coureurs qui ne sont pas habitués. On verra quelques grimpeurs déjà finir à un quart d'heure et qui pourront se lancer dans des objectifs annexes, victoire d'étape, maillot à poids, tout ça. Et il y aura déjà ça. Je ne pense pas que la première moitié des pavés puisse avoir un rôle décisif par l'avant. Ensuite, on se retrouve sur plus ou moins les routes de Paris-Roubaix ou les routes du Tour quand on arrive dans ce secteur-là sur le Tour. R à Wandigny-Amage, c'est une partie d'un des secteurs les plus longs de Paris-Roubaix. Et ce sera d'ailleurs le secteur le plus long de la journée, 2800 mètres. Pour moi, c'est pas le plus dur pour moi quand même, mais c'est là qu'on commencera vraiment à se mettre dans le bain. Ensuite, on arrivera très vite à Warlin, où là on a un pavé de 2 bornes 4 qui est très beau, parce qu'il y a beaucoup de belles maisons sur le côté, il faut faire en sorte que le pavé soit bien cabrossable pour les voitures. Néanmoins, c'est long et ça mène tout de suite au pavé de Thillois à Sarré-Rosières, qui est un des plus moches. Il a été rénové et très bien rénové, notamment dans certains virages qui étaient presque dangereux.
L'enchaînement après ce secteur va être particulier. Là, on va tout de suite tourner à droite à la sortie du secteur et être sur des routes un peu plus étroites qui vont tournicoter un petit peu plus pour avoir le pavé de Bousigny à Milonfosse, et où il y aura donc une part de gestion un peu différente où les gros pelotons ne seront pas nécessairement à leur avantage. Après, pour le coup, on a une zone qui sera plus facilement gérable pour le peloton parce qu'on aura un peu plus de ligne droite, même si c'est pas nécessairement la plus large non plus. Et il faudra que le peloton reste vigilant. Pour mener au Pont-Gibus, qui sera le dernier secteur, alors le secteur du Pont-Gibus, on le prend dans l'autre sens par rapport à Paris-Roubaix, et ça va être beaucoup plus difficile pour moi dans ce sens-là parce qu'on va l'aborder en plus en arrivant du nord, donc par un virage relativement serré pour se retrouver très vite dans un pavé qui est vraiment moche. Mais voilà, on a plus une course qui va rendre difficile les retours de l'arrière que vraiment permettre des offensives. Donc c'est une belle étape pour toi, une belle étape pavée pour un Tour de France? Belle étape pavée pour un Tour de France. Ça aurait pu être peut-être un peu plus difficile, ça aurait pu gagner à être plus long, mais c'est la règle pour beaucoup d'étapes. Ça aurait pu gagner à avoir quelques peut-être pavés en plus, parce que là j'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux, parce qu'on a 11 secteurs et 20 bornes de pavés. Roubaix, on en avait plus, mais d'autres étapes, on en avait moins. On est sur un petit entre-deux. Il y a eu un effort qui a été fait pour prendre des pavés qui sont moins connus. C'est toujours le petit plus. On reste avec une certaine forme de zone de confort pour l'arrivée, mais la communauté d'agglomération du port du Hainaut qui finance l'arrivée à son siège, qui est situé au niveau de la cité minière d'Arambert, où on finit juste devant la trouée. Donc, j'ai envie de dire, forcément, on arrive là. D'un point de vue sportif, je pense vraiment, sauf météo cataclysmique, ça va être plus une élimination par l'arrière, et il y a beaucoup de coureurs qui vont perdre le tour. Il y aura peut-être des micro-écarts par l'avant, mais je ne serais pas surpris si ça fait une étape comme celle de Cambrai en 2015 ou celle de Roubaix en 2018, où on a un peloton de 20-30 coureurs avec tous les favoris du classement général qui terminent dans le même temps. Eh ben, très bien, merci pour cette description complète. On voit que tu connais assez parfaitement les Il veut pavés. continuer. J'ai juste quand même un point, on va avoir une zone de 80 bornes où il va y avoir une tension énorme, et là pour le coup on est sûr qu'on va avoir 2 heures qu'il faudra regarder absolument. Là où pour la majorité des étapes, on pourra se contenter d'allumer la télé entre 5 et 25 minutes avant la ligne d'arrivée. Clairement, ce ne sera pas le cas pour l'étape d'Arambert. C'est aussi l'avantage des pavés, mine de rien, d'avoir une longue période un peu de tension et où on sait que ça va être intéressant à voir, à suivre. On va finir le parcours de ce Tour de France homme avec la partie pour les sprinters. Qu'est-ce qu'on peut dire pour eux avec les étapes plates qui seront à leur disposition? Ça va pas être trop compliqué, vous en parliez un peu au début, vous n'avez pas peur qu'il y ait trop peu d'étapes mises à leur disposition? Les sprinters, on peut leur dire bonnes vacances, on se revoit en 2023. Malgré les 2 premières étapes au Danemark, c'est pas attirant? Juste avant, il y a un chrono qui est suffisamment court pour pas qu'il y ait trop d'écart au classement général, mais suffisamment long pour être sûr que c'est pas un sprinter qui récupère le maillot jaune grâce aux éventuelles bonifications qui vont arriver. L'étape du Grand Bel, effectivement, c'est peut-être un sprinter qui va la gagner, mais on n'aura pas un peloton massif. C'est une étape où les sprinters peuvent gagner, mais c'est pas une étape pour sprinters dans l'absolu non plus. On se rapproche un peu de l'étape de Zélande en 2015. Les vraies étapes pour sprinters, c'est celle où on a un peloton qui peut contrôler, où on a une arrivée massive. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Il y a la dernière danoise. Et après, tu passes à Saint-Étienne et encore. Après, voilà, quoi, Saint-Étienne, Carcassonne. Il y a pas mal Cahors, sur toutes les étapes, en fait. Mais Cahors, ce sera pour les échapper, sans doute. En fait, deuxième étape, on a le risque de bordure. Alors, les sprinters sont quand même prédisposés à être devant. Et c'est Greppel qui avait gagné en Zélande, je crois, en 2015. Oui. Donc, a priori, quand même, avec la Quick Step, ils auront forcément quelqu'un de rapide pour gagner. Celle du lendemain est pour le coup une vraie étape plate pour sprinter. Ensuite, on a donc Dunkerque-Calais, on en a parlé, quand même pas mal de petites bosses, une étape de plaine justement où potentiellement les punchers peuvent la disputer. Les pavés, là pour le coup, c'est pas forcément un sprinter qui peut gagner. Ça peut être typiquement Tony Martin avait gagné à Cambrai en piégeant le peloton réduit à la fin.
Ensuite, Longwy, c'est trop dur avec les 2 bosses. Lausanne, c'est trop dur avec les 4 km de boss. Il faut retourner à Saint-Étienne. Saint-Étienne, alors c'est un peu les étapes de Valence qu'on avait ces dernières années. C'est-à-dire on part de la montagne, on suit la vallée, on traverse Grenoble et on traverse le Rhône. Il y a un petit col au milieu de l'étape, donc le col de Parmigny. Donc ça doit être 5 km à, je sais plus, 6,5-7%. Le premier kilomètre est quand même assez dur, donc il y a moyen d'embrayer assez vite. C'est potentiellement, on peut faire un coup à la Bora, à la Sagan là-dedans, si jamais il y a, on va dire, une ambiguïté pour le maillot vert. Mais ça voudrait dire que le même sprinter a un peu gagné toutes les étapes avant. Et ensuite, on a Rodez-Carcassonne. Alors pour l'instant, je connais pas le tracé de cette étape, donc je peux pas vraiment vous en dire. Bon, Carcassonne, c'est Cavendish qui a gagné cette année, donc potentiellement, il y a moyen de faire un sprint réglo, on va dire. Pour l'étape de Carcassonne, d'après ce qu'on peut voir sur le dossier de presse avec les mini-profils, on aurait une sorte de long faux plat, petite bosse assez longue avant un final en descente avant d'arriver à Carcassonne. D'accord. Oui, bah de toute façon, il y a forcément un peu le massif, la montagne nord à franchir dans le coin, donc c'est pas étonnant, mais enfin il y a beaucoup d'étapes comme ça où justement on prend des détours pour vraiment passer les massifs par les endroits les plus simples. C'est déjà le cas justement sur l'étape de Lausanne et bon sur l'étape de Megève, on en a déjà parlé. Donc potentiellement il n'y a pas beaucoup d'étapes pour eux. Enfin je comptais 8 étapes au maximum, mais en fait finalement on voit que sur chaque étape il y a plein d'embûches et quand même malgré tout cette impression qu'elles sont toutes concentrées. On en a 4 les 5 premiers jours et puis après on en a plus que 4 sur les 17 jours suivants quoi. Donc dont 2 les 3 derniers jours, quoi. On a vraiment ce côté vache maigre pendnd très longtemps en fait, c'est ça qui est un peu gênant. Comment ça peut s'expliquer justement ça, le fait que KSO veuille mettre des étapes pour sprinters sans que ça soit trop offert aux sprinters justement peut-être? La théorie que j'ai là-dessus, moi, c'est de mettre des coureurs comme Alaphilippe, Van Der Poel, Van Aert dans la lutte pour le maillot vert. On leur donne plein d'étapes où ils vont pouvoir faire un maximum de points avec des sprints en boss et de réussir à les motiver, d'avoir un match entre eux jusqu'au bout et que ça fasse un fil rouge de secours au cas où la lutte pour le maillot jaune n'est pas au rendez-vous parce qu'un coureur assomme tout et que ça propose quelque chose d'alternatif autour d'eux. J'avais pas réfléchi à ça comme ça, mais c'est intéressant. C'est vrai que effectivement, en fait le truc c'est que le maillot vert, Sagan a un peu expliqué à tout le monde comment ça se gagnait. En gros, sachez vous placer dans les sprints, en gros entre 3 et 4 pour récupérer suffisamment de points, et puis faites des coups dans les étapes de montagne ou dans une étape qui est un peu accidentée pour sortir tout le monde et reprendre 50 points d'un coup. Effectivement, avoir des on va dire des punchers un peu plus. Van Aert peut faire. Ah oui, complètement. Après Van Aert, bon, il y a toujours la problématique Roglic. Alaphilippe, il y a la problématique que normalement, là cette année le maillot vert était dans son équipe. Donc moi je vois plus ça du point de vue d'ASO que on a hérité de toutes les années pêcheux. On avait toute la traversée de l'ouest de la France avec, ça a été cité, 4 étapes de suite gagnées par Cipollini en 99. C'est ennuyeux, je suis d'accord, je suis premier à le dire, mais je pense que c'est pas la solution. La solution justement c'est plutôt d'aller trouver des petits pièges dans les étapes entre 20 et 10 km de l'arrivée pour justement motiver les punchers à bouger ou aller chercher du vent. Après le vent on l'a pas, je me souviens en 2018 on avait 3 étapes où sur le papier s'il y avait du vent ce jour-là il y avait des bordures, c'était obligé, on n'a pas eu le vent sur aucune de ces étapes-là. Et ensuite une fois en fait il y a ce côté aussi un peu scénario romancé les 3 semaines. La première semaine, on fait quelque chose avec quand même pas mal de dynamique en comptant sur les classic man. On est obligé d'aller chercher leur terrain. Pour faire la jonction entre les terrains, on est obligé de concéder des étapes de plaine, puisque les étapes de plaine, c'est au début, les gens, ça démarre rapidement. Et une fois que la montagne est arrivée, on passe plus dans un scénario qui est le classement général. Et du coup, remettre une étape de plaine au milieu, en fait, c'est chiant, quoi. Donc on le fait pas. Sauf que mécaniquement on est obligé de le faire. Il y a un moment, faut que ne serait-ce que les baroudeurs qui font 1 heure à fond tous les jours en montagne pour prendre l'échappée, faut bien qu'ils soufflent un jour. Enfin, c'est humain. Donc on est un peu dans cet entre-deux à mon avis. Après, il y a un point que je trouve quand même intéressant, c'est la 19e étape. Le côté, on finit la montagne, on met une étape de plaine pour justement que les leaders se relâchent un peu avant le chrono. Ça, je trouve que c'est une bonne intégration pour le coup. Alors, elle est très redondante et du coup là, ça fait 3 ans de suite qu'on l'a. Mais en fait, ce serait plus gênant si on avait l'étape de montagne et le chrono après. Le chrono pourrait se dire s'il n'y a pas beaucoup d'écart, finalement je me sens pas si mal que ça, lui je le sens un peu fatigué, donc finalement je vais attendre le chrono pour le battre juste sur mon effort en solitaire. Et en plus du coup l'avantage de cette mécanique là c'est que l'étape 19 est très très identifiée par tous les baroudeurs spécialisés dans la plaine et du coup c'est champagne Je suis pas vraiment d'accord avec toi là-dessus parce que si on prend le Tour en 2018,
On a une étape de montagne vachement animée vers la Reims où on a des mecs qui attaquent à 80 bornes de l'arrivée, alors qu'il y avait le contre-la-montre qui était directement le lendemain. Oui, c'était un chrono de 21 km. Je 31. rappelle qu'on a réclamé des chronos de 53 km en début de podcast. Ouais, non, mais c'était un chrono de 30 bornes. Là, il en fait 40, quoi. Les coureurs avaient fait 42 minutes de vélo. Là, ils vont faire à Je peine dis pas que c'est plus. bloquant dans l'absolu, mais je dis que c'est un bon moyen de remettre une étape de plaine en 3e semaine. Oui, non, mais je reste d'accord, surtout qu'avec en plus les équipiers de sprinteurs qui sont fatigués, les sprinteurs qui sont plus tous là, c'est vraiment l'étape parfaite pour avoir un match entre sprinteurs et baroudeurs. Que les baroudeurs réussissent ou pas d'ailleurs, parce que pour le dernier tour, les baroudeurs ont pris le dessus, mais après un gros match. En 2020, on avait des concurrents maillot vert qui s'étaient retrouvés à bouger, mais on a aussi eu des années où c'était beaucoup plus serré entre sprinteurs et baroudeurs. Je pense ça commence à remonter, mais il faut qu'on ait un tracé où on ait le contre-la-montre à la veille de l'arrivée et des étapes de plaine après la montagne avant la fin du tour, ce qui est pas arrivé souvent. 2014, on a la Victor Navarroscas qui part seul dans une bosse sous la pluie, parce que le peloton tout d'un coup décide de pas rouler parce qu'il pleut. Il y avait ça, mais j'allais justement évoquer son pendant sans victoire des baroudeurs, mais avec quand même une étape animée et un suspense là-dessus avec 2012 et Cavendish qui va s'imposer, alors que c'était vraiment loin d'être fait jusqu'au bout. Avec tout ça, on voit qu'il y a des étapes pour sprinters. Il va falloir aller les chercher, on va dire, ces sprints pour les sprinters. Il y a de quoi faire quand même, il y a du matériel à eux de voir et en fonction aussi des sprinters qu'on aura au départ, ça va pas mal conditionner les courses qu'on aura, ces étapes plates, le scénario que l'on aura. Avec tout ça, on a beaucoup parlé du Tour de France homme. On va finir avec un petit mot quand même pour le parcours du premier Tour de France femme qui s'élancera le jour de l'arrivée du Tour de France masculin. Partira avec un circuit sur les Champs-Élysées et se terminera au bout de 8 étapes à la super planche des Belles-Filles, qui fait le deuxième point commun avec le Tour de France homme. Concrètement, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez de ce Tour de France femme, ce premier parcours de ce du Tour de France femme? Il est top. Il a plein de qualités que n'a pas le pendant masculin. Il y a des étapes qui sont variées déjà. On alterne les étapes. On a une étape pour pure sprinter pour commencer. Bon, là c'est à Paris et c'est un petit peu particulier. On a ensuite une étape à Provins qui peut être pour sprinter mais pour puncher, mais avec un équilibre qui est vachement mieux dosé parce qu'on finit juste avec 1 km à 4%. Et les meilleurs sprinteuses vont largement pouvoir être là face à quelques coureuses plus complètes qui vont pouvoir y être. On a une étape pour puncher qui est une vraie étape pour puncher à Épernay qui reprend un petit peu du tracé de l'étape d'Épernay qui avait été une réussite en 2019. On a des chemins de vigne avec plein de petites côtes et une étape des chemins blancs telle qu'on aimerait la voir sur le Tour. À mon avis, cette étape-là, elle est là en laboratoire, pour éventuellement une reprise côté masculin. On a des étapes ensuite qui peuvent être pour sprinteuses ou pour baroudeuses parce qu'il y a quelques petites côtes et ça peut être animé, mais ça peut aussi résister. Je veux dire, l'étape de Rosheim avec la côte qui est, ça doit faire 1 km, 1 km et demi à 6%. Tout à fait. Sur le principe, après, il faudrait que je regarde vraiment plus au détail, mais ça me rappelle une côte comme ça, à 10 bornes de l'arrivée, ça me rappelle l'étape de Carmaux sur le Tour de France 2011, où on avait eu Gilbert qui avait attaqué avec Thomas Voeckler en jaune, et finalement les sprinters avaient gagné quand même, mais c'est typiquement le genre de côte qui peut me permettre à des attaquants d'aller foutre le bordel et d'animer un petit peu le final d'étape. Et après, on a les 2 grosses étapes de montagne, avec le Markstein qui propose la montée du Grand Ballon, et donc on a une quasi-arrivée en altitude, mais avec une petite alternative qu'on n'a même pas cette année sur le Tour, puisqu'on arrive plus long Markstein. Bon, la super planche des Belles-Filles, forcément, mais pourquoi pas, c'est le premier Tour, il faut un endroit important pour l'arrivée. Là, cette année, on est parti vers les Vosges, et ça se comprenne qu'on arrive là, mais du coup, c'était peut-être pas la peine de la remettre en plus côté masculin, ça c'est quelque chose qu'on a déjà débattu avant. Mais bon, on a presque un petit peu tout ce qu'il faut, et je pense que ça a de quoi faire une très bonne première. Bon, du coup, tu nous as bien détaillé les 8 étapes que l'on aura. On n'aura pas de contre-la-montre d'ailleurs, il faut quand même le préciser sur ces 8 étapes. Hugo, Dimitri, vous rejoignez Geoffrey sur la bonne note, quand même, le bon bilan pour le parcours de ce premier Tour de France femmes? Moi, oui. J'ai vraiment été conquis, quoi. Je crois que c'est le journaliste de RTL qui avait fait un peu fuiter quelques noms d'étapes. Mais bon, c'est l'Est de la France. C'est clairement c'est pas la région que je connais le mieux dans l'Hexagone.
Et il y avait les Bar-sur-Aube qu'on a vu assez récemment sur le Tour de l'Avenir, donc ils savaient qu'il y a un potentiel. Mais là, vraiment, les étapes sont étudiées, quoi. Puis mais c'est en fait tout. C'est même la façon dont ça a été présenté en plateau avec Christian Prudhomme et Marion Rousse, c'était tellement plus sympa. Genre Provins, en vrai, je pense que là, on a la même étape sur un Paris-Nice. Bon, je dis ok, d'accord. Mais là, il y a une dynamique. Ce qu'on n'a pas précisé, Geoffrey, c'est avant d'arriver en Alsace, il y a une longue étape à 275 km, dite marathon, parce qu'en fait, c'est des longueurs d'étape qu'on a très peu chez les femmes. Et qui sont même interdites, hein, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des étapes de plus de 160 km, alors que celle-ci fait 175. Ouais, mais du coup, il y a un choix assumé de faire une longue étape. Alors que chez les hommes, on est en train de dire qu'en fait, les étapes, elles sont trop courtes, mais en même temps, pas assez courtes pour que ce soit utile, quoi. Donc, voilà, je sais pas, moi, vraiment, ma seule réserve, c'est qu'on finit sur la super planche des belles filles, parce que, il y a un côté très... J'ai dit Jean-Charles Marketing, c'est un peu ça. Mais même dans la dynamique du cyclisme féminin, c'est pas forcément gênant, parce que si une fille veut faire un gros coup au général et assommer la course, l'étape du Markstein se suffit à elle-même. Et cette étape, mais juste, on veut ça en première semaine sur un Tour de France masculin. Donc si je résume, le parcours du Tour de France femmes, vous le trouvez meilleur que le parcours du Tour de France homme? C'est intriguant. Voilà. C'est une première, c'est intriguant, on a envie de voir. Moi, j'avoue que l'étape de Bar-sur-Aube, j'ai très envie de la voir, ça me fait penser à Paris-Tour, mais on est un peu moins dur, ça me donne envie. Après, voilà, pour chipoter, la super planche, on aurait pu la mettre le jour d'avant pour faire le Markstein l'an dernier. Mais... Voilà, après, moi, ce que je trouve, c'est que t'as que 2 étapes de montagne, sachant que le Giro pour femmes se déroule moins d'un mois avant, je crois, environ. Début juillet. Ouais, voilà, c'est début juillet, et là, c'est fin juillet. Je pense que c'est bien de pas être trop dans la difficulté. Je trouve que c'est bien d'avoir que 2 étapes de montagne. Ne pas trop après faire le parallèle entre Paris-Tour et l'étape de Bar-sur-Aube, parce que les côtes sont a priori pas nécessairement les mêmes. Là, elles seront plus longues, mais un peu moins raides. Paris-Tour, c'est court, c'est très court, c'est raide, mais c'est très très court. Et là aussi, les chemins, on a pu les voir avec les images de la reconnaissance. On a des routes qui sont beaucoup plus larges, du gravier qui est beaucoup moins mauvais, mais on a des secteurs qui sont beaucoup plus longs, quoi. Ils font tous plus de 2,5 km, si je dis pas de bêtises. Il y en a un qui fait quasiment 5 bornes. Ça m'a plus fait penser à ce qu'on a sur les Strade Bianche avec les routes blanches de Toscane que sur les chemins de Paris-Tour. Sur les images qu'on a vues de la présentation. Maintenant, il faudra voir en course ce que ça va donner. Mais ouais, mais mélange des deux, ça donne envie, quoi. Eh bien, très bien, on découvrira ça avec envie, bien évidemment. Dans 9 mois, en juillet prochain, départ le 24 juillet de Paris, arrivé le 31 juillet à la super planche des belles filles pour le premier Tour de France femmes, qui devrait avoir d'ailleurs 2h30 de retransmission de télé quotidienne, pour voir une bonne partie de l'étape, même si on n'aura pas forcément les étapes en intégralité. Avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast. On a bien détaillé, bien analysé le parcours du Tour de France, masculin et féminin, on ne l'a pas oublié, bien sûr, évidemment. Hugo, Dimitri et Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour faire ce travail d'analyse et à regarder un petit peu ce que contient le parcours de ces Tours de France et ce que ça peut permettre aux coureurs et coureuses. Et pour le prochain podcast de Chasse Patate, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, un petit peu moins même, après les championnats du monde de cyclisme sur piste qui auront lieu en France à Roubaix du 20 au 24 octobre. Et donc, en attendant le prochain podcast d'ici 10 jours, 2 semaines, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum Le Groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.